J'accueille maintenant le ministre du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion. Bonsoir Olivier Dussopt. Bonsoir. Merci d'être notre invité ce soir. Franck Boisiz de Libération et Anne-Sora Dubois vont me rejoindre pour vous interviewer. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir Anne. Bonsoir Franck. Bonsoir à quel point, Aurélie. Olivier Dussopt, vous sentez-vous à chaque fois ramené à la réforme des retraites? Vous étiez aujourd'hui dans le Var. Var Matin rapporte qu'une centaine de manifestants étaient venus à distance avec des casseroles à la main vous accueillir. On voit une autre image de ce déplacement aujourd'hui. On a vu qu'Emmanuel Macron avait fait une visite surprise à Dole dans le Jura tout à l'heure, ce qui a permis d'autres échanges que ceux qu'on avait pu voir la semaine dernière. En 2 semaines, une trentaine de ministres et de secrétaires d'État ont vu leur déplacement chahuté. Et d'ailleurs, Le Parisien écrit sous la plume d'Olivier Beaumont « Les casserolades dépriment les ministres ». Est-ce que ça vous déprime, Olivier Dussopt ? Est-ce que je donne l'impression d'être déprimé? Je ne crois pas. Le déplacement que j'ai fait aujourd'hui dans le Var est un déplacement qui était consacré à la santé au travail et à la prévention des accidents graves et mortels. Il y avait effectivement 70 ou 80 personnes qui manifestaient, c'est un droit. Et pendant toute cette journée, j'ai rencontré des hommes et des femmes du secteur des travaux publics sur un chantier exemplaire en matière de prévention des accidents. J'ai rencontré des hommes et des femmes dans une entreprise qui valorise, et qui traite et qui valorise des déchets, tout aussi exemplaires. Parce que nous sommes en plein dans la semaine de la prévention et de la santé au travail. Donc il y a un certain nombre de mouvements qui sont organisés avec quelques personnes qui manifestent, et je le répète, c'est leur droit. Mais lorsque j'entends, lorsque je lis, ici ou là, que celles et ceux qui manifestent disent nous le ferons et nous les chasserons, puisque c'est parfois le vocabulaire employé. Ça m'interroge parce que c'est une drôle de conception de la démocratie. En tout cas, la colère est toujours là, elle vous accompagne, elle est là à chaque déplacement. Sophie Binet de la CGT dit qu'il n'y aura pas de retour à la normale sans retrait de la réforme. Que lui répondez-vous ? Madame Binet est dans son rôle. Elle s'oppose à la réforme et elle en souhaite le retrait. Cette réforme, elle a été concertée pendant 4 mois. Les 4 mois de concertation ont permis des points de convergence, mais n'ont pas permis de lever certains désaccords, notamment sur la question de l'âge avec les organisations syndicales. Elle a fait l'objet d'un débat parlementaire, parfois difficile, mais avec presque 180 heures de débat, une centaine au Sénat et un peu moins de 80 heures à l'Assemblée. Ça a été Donc vous difficile avez à tourné la soumettre de page, l'obstruction. c'est ce que vous lui dites ? Elle a ensuite été votée au Sénat. Elle a été adoptée en commission mixte paritaire et le rejet des motions de censure permet son adoption. Et par ailleurs, le Conseil constitutionnel l'a validée pour l'essentiel. Donc aujourd'hui, nous sommes dans un temps de mise en œuvre de cette réforme. Nous sommes aussi dans un temps où nous souhaitons que le dialogue social puisse reprendre. Ça ne veut pas dire effacer la séquence. Ça ne veut pas dire effacer de la mémoire collective la réforme des retraites. C'est pas comme si on Mais quand allez-vous renouer avec les syndicats alors que Sophie Binet dit c'est ou le retrait ou rien? Ça semble difficile de dire que le dialogue va reprendre après le 1er mai. D'abord, avec tout le respect que j'ai pour Madame Binet, il n'y a pas que la CGT dans la vie, il n'y a pas que la CGT parmi les organisations syndicales. Un nombre conséquent d'autres organisations syndicales ont indiqué qu'elles souhaitaient un temps, un délai de décence. Le rendez-vous avec Laurent Berger, c'est quand ? Et ensuite, que le dialogue puisse reprendre. Il y a une date ou pas ? Moi, le président de la République a annoncé qu'il tiendra une 2e réunion au mois de mai. Mais je ne crois pas à une image d'une grande réconciliation, d'une grande messe de la réconciliation. Le travail doit reprendre sur un certain nombre de sujets. Des sujets que le gouvernement porte, parce que nous avons des projets de réforme que nous voulons porter, mais aussi des projets qui viennent des partenaires sociaux. Les partenaires sociaux discutent actuellement, et ils ont encore quelques semaines de travail, pour voir s'ils peuvent aboutir à un accord sur la gouvernance de la branche accident du travail et maladies professionnelles. Si cela aboutit, et je le souhaite, mais si cela aboutit, il faudra que ce soit transposé, comme on va le faire avec l'accord sur le partage de la valeur. Mais en attendant, il y a le 1er mai, Olivier Dussopt, il y a le 1er mai, et le renseignement territorial dans sa note craint un 1er mai vengeur et historique. L'apaisement que vous promettez, il n'est clairement pas pour maintenant. D'abord, je vais répéter une phrase que j'ai répétée un certain nombre de fois. En matière de climat social, en matière de mobilisation, je ne suis pas là pour faire la météo du climat social. Je ne sais pas s'il y aura du monde ou s'il y aura moins de monde que prévu. Ça peut vous importe ? Du 1er mai. C'est pas la question. C'est pas la question, mais ce n'est pas à moi de commenter avant et après les mobilisations organisées par des partenaires sociaux, en l'occurrence les syndicats. Mais vous sentez qu'il y a un climat social tendu dans le pays quand même, vous le voyez en tant que ministre du Travail. Évidemment, et il n'est pas question d'être dans un déni vis-à-vis du climat social. Mais ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on est dans la position qui est la mienne aujourd'hui, avec un certain nombre de réformes à porter, des réformes à venir et des réformes à mettre en œuvre, je n'ai pas à commenter à l'avance ou même à commenter après tel ou tel mouvement. Chaque mouvement est l'occasion d'écouter, d'entendre des messages. Il n'y a pas que des retraites dont on parle dans les cortèges. Et ça n'est pas être dans le déni ni dans l'ignorance de ces mouvements. C'est simplement considérer que les organisations syndicales sont en droit de les organiser. Quand elles les organisent, ça se passe globalement très bien et que chacun est dans son rôle dans cette affaire.
Mais comment pouvez-vous vous projeter dans les projets à venir, comme vous le dites, si aujourd'hui le dialogue est rompu avec les organisations syndicales? Vous n'allez pas discuter tout seul. Pardon, mais j'ai aussi entendu, et vous aussi j'en suis sûr, beaucoup d'organisations syndicales dire qu'elles restaient en désaccord complet sur la réforme des retraites, mais dire aussi que d'ici à quelques semaines, et à elles de dire quand, elles souhaitaient la reprise du dialogue. Quand vous dites beaucoup, on a surtout entendu Laurent Berger. Oui, et puis la CFTC, mais aussi d'autres organisations qui sont... Pas la majorité des organisations, des 8 organisations syndicales non plus. Il y en a 5 qui sont considérées comme représentatives, effectivement, mais beaucoup d'entre eux souhaitent revenir. Et qu'ils reviennent, j'en serais très heureux. Mais je pense que les choses se font progressivement. Et que, je disais il y a un instant, imaginez une grande messe de la réconciliation, ça ne fonctionne pas. Ça serait un peu factice par ailleurs. Je pense qu'il faut reprendre le travail. Nous avons pris un engagement avec le président de la République, avec la première ministre, qui est que l'accord intervenu en 4 des 5 syndicats représentatifs et les 3 organisations patronales concernant le partage de la valeur, négociation que nous leur avions demandé à l'automne, dont personne n'imaginait qu'elle aboutisse et qui a abouti il y a quelques semaines. Nous avons pris l'engagement que nous allons inscrire les dispositions de l'accord dans la loi, parce que c'est nécessaire, de manière intégrale et fidèle. Nous prévoyons de présenter le texte de loi au Conseil des ministres entre la fin mai et tout début juin. Pour ce seul texte, il faut un peu se parler quand même pour que nous puissions montrer comment nous écrivons le texte et ainsi montrer que nous tenons cet engagement d'intégralité. Vous connaissez l'adage, une hirondelle ne fait pas le printemps. C'est pas parce que cette négociation, qui était un peu technique, s'est bien déroulée, d'ailleurs était dans les tuyaux depuis un certain temps, que les négociations, les discussions à venir ne seront pas empreintes de l'arrière-goût désagréable de la réforme des retraites. Ne pensez-vous pas? Pardon, mais 3 points. D'abord, je suis désolé, mais 2 corrections. La négociation n'était pas dans les tuyaux depuis très longtemps. Cette négociation, cet accord national interprofessionnel sur le partage de la valeur, qui a été souhaité par le gouvernement sur la base d'un document d'orientation, je reprends les termes techniques, c'est moi qui l'ai adressé aux organisations syndicales et patronales au mois de novembre. Et une négociation, minimum, c'est la loi, c'est 4 mois. Donc ne disons pas que c'était dans les tuyaux. Novembre, le climat n'était pas tout à fait le même quand même. La deuxième chose, ne qualifions pas cette négociation comme particulièrement technique. Quand on est dans un accord qui permet d'élargir les systèmes d'intéressement, de participation, qui dit que lorsqu'il y a profit exceptionnel, il faut que les entreprises se mobilisent pour qu'il y ait un intéressement exceptionnel, ça n'est pas technique. Et évidemment, et là où je vous rejoins sur le 3e point, je n'ai jamais dit, et j'ai même dit l'inverse tout à l'heure, je n'ai jamais dit que les prochaines discussions, que ce soit des négociations, des concertations, jamais je n'ai dit que ça se déroulera sans que personne n'ait la réforme des retraites en tête. Précisément, pas plus les organisations syndicales que nous. Nous l'aurons tous en tête et c'est normal. Précisément, Monsieur le Ministre, lorsque la Première ministre a présenté sa feuille de route mercredi dernier, au moment d'aborder la question des salaires qui est très importante et qu'on entend beaucoup dans les manifestations, il n'a été question que du partage de la valeur. Est-ce que ça peut suffire? Est-ce que vous avez l'impression que le gouvernement a répondu à cette inquiétude qui est quand même très relayée par les Français aujourd'hui? Cet après-midi, le chef de l'État était en déplacement. Il dit c'est pas l'État qui va faire ça, ce sont les syndicats. Est-ce que vous aussi, vous pouvez dire aujourd'hui les salaires, c'est pas l'État qui vous aidera, vous les Français? Peut-être rappeler comment notre système fonctionne dans ce domaine. Il y a une particularité du système français. C'est le privé, on peut rien faire, c'est le privé. Non, mais il y a une particularité qui ne tient pas au fait que ce soit le secteur privé. Nous sommes le seul État en Europe, avec la Belgique, à avoir un système qui garantit que le salaire minimum, le SMIC, suive l'inflation. C'est la raison pour laquelle, le 1er mai, le SMIC va augmenter de 2,19%, ce qui, sur un an, fera une augmentation d'à peu près 6%, ce qui correspond à l'inflation. Et nous avons un système qui garantit que le SMIC suive l'inflation pour éviter des pertes de pouvoir d'achat. Est-ce que c'est suffisant? Et après, il y a un deuxième point. Tout le monde n'est pas payé au SMIC, et heureusement. Mais le niveau des salaires, branche professionnelle par branche professionnelle, est déterminé par le dialogue social et la négociation entre partenaires sociaux. Donc ça se fera par le dialogue social. Il y a le dialogue social. Par contre, précisons un point, parce que parfois on oublie les choses quand elles passent, et surtout quand elles sont un peu techniques. Dans la loi, il était écrit depuis très longtemps que lorsque dans une branche, les premiers niveaux de rémunération des conventions collectives, on appelle ça les niveaux de rémunération conventionnelle, deviennent inférieurs au SMIC. Évidemment, les gens sont payés au SMIC, c'est la loi. Par contre, ça signifie que la progression de salaire au début de la carrière est un peu écrasée. La loi disait que les branches professionnelles avaient 3 mois pour ouvrir une négociation pour remonter leur niveau. Ça a été ramené à 45 jours. Mais donc, il n'y aura pas de grande conférence sur les salaires comme certains députés le demandent? Il existe un comité de suivi des négociations salariales par branche qui a très longtemps été présidé par des directeurs, notamment le directeur général du travail au ministère, ma prédécesseure Elisabeth Borne et moi-même, le président nous-mêmes, justement pour faire en sorte que ces négociations soient dynamisées. Nous allons continuer à le faire et nous ajoutons des outils complémentaires sur le partage de la valeur qui, je crois, seront bien utiles pour que les salariés soient associés à la création de richesse dans leur entreprise. Mais pas de conférence sur les salaires à ce stade? Il y a ce comité de suivi, nous n'avons pas de conférence prévue, mais
Le président de la République l'a dit. Nous sommes dans une période qui a comme objectif de déterminer un agenda social. Ne disons pas nous-mêmes, n'allons pas dire nous-mêmes aujourd'hui, et je ne vais pas dire tout seul aujourd'hui, voilà ce que nous allons mettre dans l'agenda social. C'est une discussion que nous voulons avoir avec les partenaires sociaux. Olivier Dussopt, c'est en tout cas dans ce contexte, certains diront explosif, en tout cas difficile, que vous lancez aussi la réforme du RSA. La Première ministre Elisabeth Borne confirme ce matin sur France 2 que le versement du RSA sera conditionné à 15 à 20 heures d'activité par semaine. Il y a aussi ce que dit Martin Hirsch. Il dit « Transformer un allocataire en main-d'œuvre sans droit est une régression sociale ». Que répondez-vous à ceux qui vous disent que ce sera du travail sans salaire? Je réponds d'abord que Martin Hirsch n'a pas vu ou n'a pas regardé la réforme que nous allons faire. Aujourd'hui, quelle est la situation? Vous avez des allocataires du RSA, presque 2 millions en France. L'immense majorité d'entre eux, plus de 90%, ont un suivi social, c'est très bien. Moins de la moitié d'entre eux ont un suivi professionnel. Nous considérons que la société n'est pas quitte de son devoir de solidarité quand elle a versé à peine plus de 600 euros, 607 euros, à un allocataire du RSA. La société, elle est quitte de son devoir de solidarité quand elle a permis à tous ceux qui le peuvent de retrouver un emploi. Et que voulons-nous faire? Nous voulons évidemment maintenir le RSA, premier point. Deuxième point, nous voulons que sur tous les territoires, il y ait une offre d'insertion, de formation. Et je vous dirai un mot de ce qu'on appelle ces activités. Oui, c'est pas du travail sans salaire. Est-ce que vous pouvez vraiment le dire? Mais nous l'avons dit 10 fois. Pas de bénévolat obligatoire, pas de travail gratuit. Je peux vous le répéter 4 fois ce soir. Oui, mais je pense que c'est mieux en le disant. Et nous l'avons dit, dit et répété, ça n'est pas du bénévolat obligatoire, ça n'est pas du travail gratuit. Ce que nous voulons, c'est, comme nous le faisons dans le cadre du contrat d'engagement jeune, on en a signé 300 000 l'année dernière. Ce sont des activités d'insertion, de formation, de retour à l'emploi. Ça peut être très divers et très personnalisé. Il y a même des allocataires du RSA qui, au titre de ces activités, pourraient être accompagnés pour des questions de santé, parce que parfois c'est un frein au retour à l'emploi. Et nous voulons absolument mettre en place ces activités. Parce que le présupposé, ce qu'on comprend derrière, c'est que quand on est au RSA, en gros, c'est qu'on n'a pas la motivation pour aller travailler. Alors que souvent, il y a des problèmes de garde derrière, il y a des problèmes de santé. C'est ce que vous étiez en train d'esquisser. C'est ce que je viens de vous dire. Alors comment vous les réglez? C'est ce que je viens de vous dire, et nous avons... Comment vous réglez ces autres problèmes? Ces autres problèmes, ils peuvent être réglés pas seulement par Pôle emploi, pas seulement demain par France Travail, mais aussi par la mobilisation des collectivités. Et je le répète... Mais c'est encore assez flou. Nous voulons... Juste un point de méthode. Vous me dites en permanence, vous n'écoutez pas les partenaires sociaux, et là vous me dites, c'est encore assez flou. Laissez-nous un peu de temps pour travailler, nous allons nous appuyer sur 2 choses. Un rapport qui m'a été remis par Thibault Guilly, le haut-commissaire, pour préfigurer France Travail. Nous allons aussi nous appuyer sur un autre rapport qui m'a été remis cette semaine, qui compte 17 recommandations. C'est celui qui est né des Assises du Travail avec 2 garants à qui j'avais demandé d'organiser ces débats et de rédiger le rapport, Jean-Dominique Sénard et Sophie Thierry. Dans ces rapports, il y a des mines d'informations et des mines d'idées. Et nous allons faire en sorte, et nous travaillons avec les départements de France, nous travaillons avec les régions de France, qu'il y ait une offre adaptée partout. Pourquoi est-ce que je dis adaptée ? Et en disant que ça ne doit pas être du travail gratuit ni du bénévolat obligatoire. Bon, comme ça, je le répéterai encore devant vous. Oui, mais je vous interrogerai après sur le problème dans la méthode. Oui. Parce que lorsque vous avez face à vous une mère célibataire, seule, avec 3 enfants, vous ne lui proposez pas une formation ou une activité d'insertion de 17 à 20 heures. Ou alors, il faut prévoir le mode de garde. Et donc, notre objectif avec France Travail, c'est de faire en sorte que les allocataires du RSA, en fonction de leurs propres difficultés, en fonction de leurs compétences, puissent être accompagnés. Mais encore faut-il que Pôle emploi leur propose vraiment quelque chose derrière, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et le vrai problème, il est là. Je vois qu'il y a une expérimentation qui a commencé dans 18 départements, 19 territoires en tout. Mais elle vient tout juste de commencer. Pourquoi ne pas avoir attendu juste que l'expérimentation donne ses fruits, porte ses fruits, pour vous montrer que oui ou non c'est le bon chemin, au lieu de lancer la réforme avant? Est-ce qu'il n'y a pas un problème toujours dans la méthode qui consiste à mettre peut-être la charrue avant les bœufs? 2 raisons. La première, c'est que je vous l'ai dit, depuis plus d'1 an et demi, nous avons un contrat engagement jeune pour les 18-25 ans avec 15 à 20 heures d'activité. Et ça, là aussi, ça n'est pas du travail gratuit ni du bénévolat obligatoire. Et ça marche. Le nombre de jeunes qui suivent ce contrat et qui ensuite sont soit dans des formations qualifiantes, parce que ce sont des jeunes qui ont des difficultés de formation et de qualification, soit dans des emplois, est intéressant, il est important. C'est ce que nous voulons faire avec les allocataires du RSA. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays où il y a des difficultés de recrutement. J'arrive du Var, vous l'avez dit. J'ai échangé au-delà des questions de santé, avec les professionnels du tourisme qui sont tous en difficulté pour recruter. Et donc, il y a des emplois qui se créent et il y a des difficultés de recrutement. Faisons en sorte de donner sa chance à tout le monde. Je crois que c'est 60% des allocataires du RSA qui ne sont pas inscrits à Pôle emploi. Exactement. Et même s'ils sont inscrits, est-ce que Pôle emploi les aide vraiment derrière ? Et vous avez raison, 40% seulement des allocataires du RSA sont inscrits chez Pôle emploi. Et nous pensons que pour que les allocataires du RSA aient toutes les chances d'avoir un suivi professionnel, un accompagnement professionnel, il faut que ce soit automatique.
nous savons très bien que parmi les allocataires du RSA, certains rencontrent de telles difficultés, parfois de santé, parfois de mobilité, parfois parce qu'ils ont été cabossés par la vie, parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir une vie facile, que certains d'entre eux ne sont pas forcément en capacité de trouver un emploi tout de suite. Mais s'il n'y a pas d'accompagnement professionnel, s'il n'y a pas de suivi sous forme d'insertion, de formation, ça ne marchera jamais. On ne sait pas si cette méthode est efficace. Si, nous le savons, parce que nous avons cet exemple du contrat engagement jeune, et il y a une chose dont je suis sûr. Vous pensez vraiment que c'est le bon exemple ? Il y a une chose dont je suis sûr, on peut pas... c'est que c'est toujours plus efficace que de laisser les gens tout seuls. Et aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de le dire dans les colonnes d'un quotidien aujourd'hui, en l'occurrence du du Figaro, je considère qu'il y a une forme d'échec collectif. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que la Cour des comptes a rendu un rapport qui est intéressant, qui doit tous nous interroger. Elle l'a rendu début 2022. Et ce rapport, il dit que quand on regarde des personnes qui sont au RSA, et qu'on regarde ce que sont devenues ces personnes, 7 ans. 7 ans, c'est un sacré bail dans la vie. 7 ans après leur première inscription, 42% de ceux qui se sont inscrits au RSA sont encore au RSA 7 ans après. Et seulement 33% ont un emploi. On ne peut pas se contenter de ça. Donc il faut mettre tous les moyens d'accompagnement. Est-ce que c'est un échec depuis 7 ans aussi ? Parce que ça n'a pas changé depuis ces 7 dernières années. Ce n'est pas un échec depuis 7 ans. C'est un échec depuis 20 ans. Mais ce même rapport, Olivier Dussopt, dit aussi que évolué 30% des allocataires du RSA sont des femmes qui sont en situation de solitude. Et donc, le parallèle que vous faites avec le contrat emploi jeune sur des populations qui sont différentes, qui ont une proximité avec l'emploi qui est beaucoup plus grande, ne peut pas se faire avec les populations du RSA qui sont beaucoup plus éloignées du monde de l'emploi. Et donc, c'est pour cela que cette conditionnalité aujourd'hui est mal vécue et mal ressentie. Mais la conditionnalité, je l'ai dit, c'est à condition que l'offre soit adaptée. C'est ça le sens même de cette réforme. Ça n'est pas de dire, vous avez le RSA, demain c'est 15-20 heures, vous ne choisissez pas ce que vous faites. Si je suis une femme seule et avec un enfant, je n'arrive pas à le garder, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je vais vraiment pouvoir faire 15 à 20 heures d'activité, comme vous le dites ? Je vous l'ai dit tout à l'heure. Ouais. Dans ce cas-là, vous êtes une femme seule avec un enfant, 2 enfants, 3 enfants, sans solution de garde. On ne va pas vous imposer de suivre une activité d'insertion ou de formation si on n'a pas résolu votre question de garde. Et si ça n'est pas le cas, si on ne vous propose pas de solution de garde, si on ne vous propose pas d'activité adaptée, évidemment que vous aurez le RSA et qu'on ne vous dira pas c'est fini parce que vous ne pouvez pas suivre. C'est ça qui est adapté, c'est ça qui est propre à chaque public. Vous faites la comparaison avec le public du contrat engagement jeune. 17-25 ans. Des jeunes sans emploi et qui sont sortis de formation et qui sont à un moment de leur vie où pas de travail. Mais qui n'ont pas été éloignés pendant des années du marché du travail. Certains si, malheureusement. Certains si, parce qu'il se trouve que j'ai rencontré beaucoup de publics dans les contrats engagement jeunes. Et parfois des jeunes de 18-19 ans qui certes n'ont pas été éloignés du travail parce qu'ils n'en avaient pas l'âge. C'est pas vraiment longtemps, enfin, c'est c'est pas à ce point-là. Parfois, malheureusement, des jeunes qui ont été déscolarisés à 12 ou à 13 ans et qui, depuis 5 ans, 6 ans, 7 ans, sont dans une forme d'errance. Le mot est mal choisi, mais en tout cas de difficulté, sans attache. Et nous arrivons à les aider. Et ça n'est pas facile, et ça n'est pas du 100%. Mais si on ne le fait pas, si on renonce, ça, je suis sûr que c'est terminé. À propos de précarité, parce qu'il y a celle des allocataires du RSA, mais il y a aussi ceux qui perçoivent des indemnités de Pôle emploi qu'on va appeler France Travail demain. Aujourd'hui, avec la réforme de l'assurance chômage, l'indemnisation a déjà baissé de 25%. Est-ce que vous pouvez nous dire, au cas où le taux de chômage friserait les 6%, s'il est question également de réduire cette fois-ci de 40% l'indemnité des allocataires ? Pour ça, il faudrait changer la loi. Et il faudrait repasser par un décret. La réforme que vous évoquez, c'est une loi c'est pas moi qui l'évoque, c'est Emmanuel Macron qui l'a évoqué dans son interview au Parisien. La réforme en question, je la connais bien, puisque c'est un texte de loi que j'ai porté au mois de décembre et qui a été publié au mois de décembre, qui fixe un principe. Ce principe est de dire que lorsque l'économie va bien, le système d'indemnisation réduit les délais d'indemnisation, et que lorsque l'économie va mal, le système rehausse et élargit les périodes d'indemnisation. L'idée est que lorsque ça va mal, on protège mieux, et lorsque l'économie va bien, on a un système un peu plus incitatif à la reprise d'emploi. À la suite de ce projet de loi, j'ai pris un décret qui n'est valable que jusqu'au 31 décembre 2023, parce que c'est une compétence des partenaires sociaux qui a été provisoirement suspendue. Ce décret dit que tant que nous ne sommes pas revenus à 9% de chômage, c'est 25% d'indemnisation en moins par rapport à ce qui était fait, avec un plancher à 6 mois. Si nous voulions aller plus loin et réduire encore la durée d'indemnisation, il faudrait passer par un autre décret avec une concertation dans une période qui doit être avant le 31 décembre. Par contre, avant le 31 décembre 2023, vous connaissez ça par cœur,
les partenaires sociaux vont retrouver leurs compétences en matière d'indemnisation et devront négocier une convention d'indemnisation d'assurance chômage pour la période 2024 et années suivantes, Monsieur le ministre, en tenant compte de cette contracyclicité autour de la conjoncture économique. Monsieur le ministre, avant le 31 décembre 2023, il y a bien d'autres étapes et on sent que vous avez d'autres projets en tête, d'autres réformes à mener. Si d'ici là, il devait y avoir un remaniement, par exemple en septembre, est-ce que vous souhaitez rester ministre du Travail? Je ferai ce que le président de la République juge utile. Vous avez bien un souhait? On peut tous avoir des souhaits, mais on est en 5e République, il y a des règles. Et lorsqu'on parle de remaniement, c'est une prérogative qui appartient au seul président de la République qui nomme les ministres sur proposition des premiers ministres. Puisque vous citez le président de la République, il a dit il y a quelques jours que la première ministre faisait bien son travail dans un contexte difficile. Vous approuvez? Bien sûr, et j'en suis un des témoins privilégiés. Nous avons porté ensemble la réforme des retraites, les concertations, les arbitrages, et je partage évidemment totalement ce que dit le président de la République. Qu'elle fait bien son travail dans un contexte difficile. Évidemment. Merci beaucoup. Merci Olivier Dussopt d'être venu nous voir. On verra donc ce que donnera le 1er mai. On retient aussi que vous ne croyez pas à une grand-messe de la conciliation avec les syndicats. Je pense que les choses se font par étapes et qu'il faut ouvrir chaque discussion les unes après les autres. Je serai très heureux le jour où nous réunirons tous les partenaires sociaux ensemble pour avancer et avancer sur l'agenda social. On comprend que c'est pas pour bientôt. Ça peut être dans les prochaines semaines. Ça doit être une volonté partagée. Merci Olivier Dussopt d'avoir été avec nous ce soir.